capire il velodrome non è necessario allenarsi con la gente. Il velodrome lo puoi capire o perché ce l'hai di natura dentro, oppure perché capisci la città, capisci dove sei. Capisci dove sei, les amis, on est de retour pour une vidéo exceptionnelle avec, bien évidemment, mon ami de toujours, El Gringo. Comment il va, mon frérot? Ah, en forme, le mercato s'accélère et nous aussi, ça s'accélère pour nous, il faut qu'on arrive à garder le rythme. Ah, là, il y a un sacré rythme. On vous a fait vivre l'arrivée de Pechao. On vous avait fait vivre celle d'Aubameyang. Vous étiez au cœur de l'action, les amis. Et là, surprise, l'Olympique de Marseille, avec le président Pablo Longoria, Mehdi Benassia et l'actionnaire Franck Macourt, qui aurait gagné au quartet quintet plus, si on écoute un petit peu l'ensemble des réseaux sociaux, il semblerait, les potos, qu'on soit assez proche et le club veut réellement un international équatorien, Naïm, celui qu'on surnomme déjà l'OVNI. Ouais, c'est ça, ça a surpris tout le monde. Hein. C'est une rumeur qui est sortie du jour au lendemain. On a l'habitude maintenant avec Pablo Longoria de ce genre de situation, mais tout pourrait s'accélérer très très rapidement. Et ça va être une vidéo intéressante parce que les avis qui sont sortis jusqu'à présent sur ce joueur sont assez clivants. En fait, on a des avis qui sont assez opposés sur le style de joueur que c'est. Donc, on va essayer d'apporter notre vision à nous et de voir si elle se rapproche le plus de la vérité. Et mon ami El Gringo, qui de mieux pour nous parler de l'international équatorien que celui qui a lâché la bombe sur les réseaux, mon ami Sacha. Comment il va, mon poteau? Ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous. Un accent belge qui va me dire 90 et qui va me dire je te dis quoi? J'attends que ça. Le 5, je peux prendre l'accent aussi du sud, ce n'est pas un problème. Hein. Oh, tu as déjà de Julien Tanti en plus, hein? C'est la famille, ça. J'ai de la famille par là, c'est pour ça que je suis tranquille. Je peux le prendre sans problème. Non. Il est magnifique. Très content. Sacha, est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Parce qu'après, on a une deuxième personne qui arrive, les gars. Attention, c'est du lourd aussi. Bien sûr. Donc, je m'appelle Sacha Tavolieri. Je suis le correspondant sur le football belge et l'équipe nationale de Belgique pour la chaîne L'Équipe. Je travaille également pour pas mal de médias étrangers, notamment Sky Sport en Suisse, où je suis le référent mercato, mais je commente également la Ligue 1, dont les matchs de l'OM. Je serai à l'antenne pour commenter le premier match de l'OM, d'ailleurs la première journée Rennes-Marseille, et également la Serie A. Et alors, par ailleurs, je travaille également pour des médias étrangers, mais les gens me connaissent surtout sur Twitter pour le travail que je fais pendant l'été, qui est un travail d'information lié au transfert. Voilà, de manière générale maintenant. Tu es complètement fou pour aller sur ce terrain avec les supporters de l'OM. Il faut être complètement barjo comme nous. On l'est avec la Minute OM. On se fait harceler, bombarder de 10 000 messages et nous, on n'est que sur Marseille. Alors, j'imagine même pas ce que tu dois recevoir comme message au quotidien. Ça doit être énorme. C'est nous les plus virulents ou pas? C'est le Marseillais. Mais Marseille, j'ai peur. Hein. Moi, en général, quand j'ai pas 200% de certitude, j'y vais pas avec Marseille. Les supputations, j'ai déjà fait des bêtises dans le passé, je les fais plus. En tout cas, j'essaye d'être le plus prudent possible parce qu'effectivement, c'est la communauté la plus folle que je connaisse liée aux infos transferts. Il y a pas mal de communautés aussi, notamment en Belgique, qui sont un peu ardues, mais ici, vraiment, Marseille, c'est un niveau au-dessus, quoi. Il faut vraiment être très fort, taper très juste tout de suite. Ils nous condamnent à l'excellence, ce qui est très compliqué dans le métier qu'on fait. À ces niveaux Ligue des Champions, Naïm. Et quand une rumeur arrive comme ça, une bombe atomique lancée par Sacha, la première chose qu'on veut regarder, 95% de supporters de l'OM ne connaissaient pas Joël. On va l'appeler Joël parce qu'en plus on a eu des beaux Joël à l'Olympique de Marseille. Eh ben c'est notre ami Alexis de Data Scout. Salut les gars. Il est là. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps avec la data. Bon, je vais pas vous faire l'accent du sud, moi je vais pas vous faire cet affront-là parce que ce sera un vrai massacre. Mais, allez, vas-y, lâche-toi, vas-y, régale-nous. Non, il faut que les gens restent sur la vidéo, donc je vais garder l'accent du milieu de la France, ça ira très bien. Mais très content d'être là avec vous les gars. Eh ben, en tout cas, Alexis, Naïm, on a l'habitude, vous le connaissez les amis, avec El Gringo, on attaque direct, on veut savoir qui est cet international équatorien. En plus, Naïm, on a été à la rencontre de Sacha, d'Alexis et aussi de notre Pierre international. Naïm, si tu peux nous lancer juste le petit extrait de ta première vidéo. Allez, on va partir sur la première vidéo pour nous montrer un petit peu ce qu'on a vu. On a regardé une dizaine de matchs avec Naïm, on a regardé que des gros matchs. Voilà.
Ouais, ça c'est toujours important de resituer le contexte, c'est-à-dire de savoir quel genre de match on a regardé. Sur les 10 matchs qu'on a regardés, il y avait 8 matchs de Ligue des Champions, un match de championnat contre le Cercle de Bruges et le match Brésil-Équateur dont on va beaucoup parler dans la vidéo. Et donc, comme je disais en préambule, c'est vrai que on a eu des avis très très divers. Il y en a qui nous expliquaient que c'était un défenseur relanceur, très très bon dans la relance, mais plutôt faible dans le duel, en tout cas qui ne met pas se faire mal. Et il y en a qui nous ont dit totalement l'inverse, qui était pas très adroit, mais plutôt solide défensivement. Moi, ce que je retiens de ce que j'ai vu, c'est que dans le duel défensif, il est très très fort. Vraiment, je suis surpris qu'on dise que c'est pas un joueur qui est bon dans le duel, parce que tu le vois là, c'est Lookman hein, en face. Il reste toujours très très proche de son attaquant. Il dégage une puissance en fait dans chaque duel. Tu le vois là, comme il peut s'imposer, à l'épaule. Et en fait, chaque fois qu'il y a un joueur qui arrive lancé face à lui, voilà, ce genre de situation-là, j'ai l'impression qu'il a toujours le dessus. C'est vraiment une masse physique, tu le vois là. Donc là, on voit que c'est Vinicius hein, qui l'a eu au duel tout le match contre le Brésil. Et ces situations-là, il les a toujours. Et là, on a une situation qu'on connaît bien, Bilal. Hein. Contre-attaque, l'attaquant lancé en 1 contre 1. Et tu vois, pareil, la vitesse, la puissance pour réagir très rapidement. Il y a un autre point où il est très fort, c'est l'anticipation. Il récupère beaucoup de ballons comme ça en ayant une très très bonne lecture du jeu. Et en plus derrière, il a quand même souvent le souci d'essayer de trouver une bonne relance. Et il est assez calme après la récupération. Parfois même, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'après la récupération, il peut réussir ce genre de dribble. Et, donc moi, j'ai trouvé vraiment très très bon parce que il a une bonne lecture du jeu et ça l'aide aussi parfois à compenser. On voit là qu'il y a un joueur qui a totalement abandonné, qui est parti du milieu du terrain. C'est lui qui est venu fermer. Ou quand il a une hésitation, comme là où il a hésité à venir jouer le hors-jeu, il a sa vitesse et sa puissance qui lui permet de rattraper. En fait, dans toutes les situations qu'on a vues, il y a que 2 fois où il s'est posé. C'est là par Vinicius et une autre fois exactement de la même manière par Adeyemi. Donc, c'est la question qu'on va poser, Bilal, à nos invités. C'est nous vraiment, on a l'impression que c'est un joueur qui est très très fort dans le duel défensif et on comprend pas trop en fait ceux qui disent l'inverse. Donc on va peut-être commencer par Sacha pour qu'il nous dise un peu ce qu'il en pense lui à ce niveau-là. En fait, j'ai connu un certain William Pacho lorsqu'il jouait au Royal Antwerp Football Club il y a de cela 2 ans, celui qui est pour moi le défenseur central le plus impressionnant du championnat de France et même au-delà en Europe, il a été absolument exceptionnel. Je vois clairement William Pacho en droitier dans ce qu'est Joël Ordóñez. Pour moi, c'est un phénomène. C'est tout simplement le meilleur défenseur central du championnat de Belgique à l'heure actuelle. En termes de potentiel, on ne peut pas faire mieux puisqu'il a que 21 ans. Et effectivement, comme tu l'as très bien expliqué sur tes palettes, c'est un joueur qui a véritablement une forme d'exhaustivité dans ses qualités qui est quelque part assez rare aussi pour son jeune âge. Je pense que Joël Ordóñez, parfois, il a fait un petit peu des erreurs d'anticipation, de jeunesse, d'inexpérience, qui sont des choses qui se rattrapent, je dirais, à un moment donné. Je pense que Marseille a le projet de ce que j'ai compris de jouer dans une défense à 3. Donc, si cette défense à 3 elle est appliquée, il aura de l'expérience à ses côtés avec un Balerdi notamment. Et il y a des joueurs qui sont capables à un moment donné de l'aider dans ce travail. S'il joue dans une défense à 2, ne vous inquiétez pas, il a l'habitude de le faire à côté d'un joueur d'expérience comme Brandon Mechele au club de Bruges qui a la trentaine. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui effectivement a compris qu'il avait atteint sa limite en termes d'intensité et d'impact au club de Bruges et qui est tout à fait capable d'aller hausser le niveau en termes de demande, surtout physique et tactique, qui sont celles de Roberto De Zerbi ou qui ont été celles en tout cas de Roberto De Zerbi la saison dernière en Ligue 1. Donc moi, je me fais vraiment pas de soucis sur l'intégration, la qualité et l'explosion de Joël Ordóñez à l'Olympique de Marseille. Je dirais même que c'est une aubaine pour l'OM de récupérer un joueur pareil. Je vous rappelle quand même que Luis Campos s'était déplacé durant les playoffs en mai dernier parce qu'il en avait fait sa priorité juste derrière Ilya Zabarny, parce qu'à ce moment-là, il y avait des problèmes géopolitiques au sein du Paris Saint-Germain qui faisaient que Safonov et Zabarny ne voulaient pas jouer ensemble. Ça s'est réglé depuis et c'est pour ça qu'ils ont été sur Zabarny. Mais sinon, c'était véritablement l'option derrière. Et à l'Inter Milan, voilà, ils ont essayé de le faire à travers un dossier
qui a un autre dossier lié au club de Bruges, qui est un joueur d'ailleurs de l'Inter qui est arrivé à Bruges, qui s'appelait Alexander Stankovic, où à un moment donné, le directeur sportif de l'Inter a proposé effectivement de voir si c'était possible de trouver un arrangement en intégrant le joueur que souhaitait Bruges dans la transaction, tellement ils l'aiment. Donc ils sont très intéressés par le joueur. On parle quand même de 2 finalistes de Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille va chercher tout simplement le top en allant chercher Joël Ordonnier, ça faut être clair. Et alors Naïm, ça c'est vachement intéressant. Il y a vraiment on voit bien dans ta réflexion, Sacha, il y a la notion de prospect. On parle quand même du plus grand directeur sportif au monde aujourd'hui. Genre, pour moi, Campos, c'est ce qui se fait de mieux, et c'est pour ça qu'il a réussi à construire ce qu'il a construit dans tous les clubs dans lesquels il a été. Alexis, par contre, ça c'est vachement intéressant, tu vois. Mais Alexis, c'est la première fois que, tu vois, ce que nous dit Sacha, il est quand même assez dithyrambique sur le joueur. Les supporters de Bruges, on a été aussi un petit peu chercher pour voir un petit peu le ressenti. Il y a vraiment la notion d'énorme potentiel, avec des failles, bien évidemment, mais énorme potentiel. Alexis, pourtant, sur la data, si tu as fait le comparatif qui était génial avec un autre joueur qui est suivi par l'OM, qui est Flamengo, c'est la première fois que je vois un aussi grand écart entre ce que je vois et la data. Ouais, c'est clair. Alors après, ce qu'il faut toujours prendre en compte, et on le dit toujours sur notre compte, et c'est super important, c'est que déjà la data dans sa globalité, c'est une aide à la décision et ça doit aider à définir le profil d'un joueur, mais encore plus sur les défenseurs centraux. La data, c'est quelque chose qui doit être pris avec des pincettes, parce que quand tu parles de défenseur central, il y a tellement de qualités qui sont pas quantifiables en termes de data. Tu vois, si tu parles d'un buteur, tu vas regarder les buts, les XG, est-ce que le mec surperforme ses XG ou pas. Tu vas déjà avoir une donnée claire sur est-ce que le mec est bon en finition ou pas. Le problème de la défense centrale, c'est que tu as plein de trucs comme le marquage, tu as parlé d'anticipation. L'anticipation, c'est pas quelque chose que tu peux quantifier en data en disant le mec a bien anticipé là, n'a pas bien anticipé là. Donc tu as plein de choses en termes d'analyse visuelle qui vont venir compléter la data. Et c'est vrai que sur le profil d'Ordonez, on est sur un profil niveau data qui ne ressort pas énormément. Après, pour le remettre en contexte, on est aussi dans un défenseur qui évolue dans une équipe dominante de Belgique. En plus, comme Sacha l'a dit, il joue à côté de Mekele, qui est quand même un joueur rude au duel et qui va prendre pas mal de duels, donc forcément Ordonez en prend peut-être un peu moins. Donc le fait qu'il ait une data moyenne et pas non plus alarmant, moi ça me choque pas. C'est sûr que tu fais la comparaison avec Flamingo. Pour moi, Flamingo, c'est un profil qui est peut-être un peu plus prêt pour le haut niveau. Je pense pas qu'un Flamingo va passer par un club comme l'Olympique de Marseille. Je pense que Flamingo, il va continuer cet été au PSV parce que le PSV a déjà perdu Boscagli et qu'ils ont perdu beaucoup de monde. Pour moi, Flamingo, ça va faire encore un an de redivisie et l'été prochain, ça va partir directement peut-être dans un gros club de PL ou en tout cas un gros club européen. Pour moi, il y aura pas de tremplin pour Flamingo, tu vois. Naïm, c'est ce qui est intéressant sur ce joueur-là, et je pense que Sacha aussi a suivi un peu son parcours. On est parti avec ton ami Pierre de Lucarno Posé, comprendre un petit peu le phénomène en Équateur, parce que il nous l'a, Naïm, tu vas nous le mettre, il nous l'a appelé l'OVNI. C'est-à-dire qu'il a un record de précocité par rapport au centre de formation. On va l'écouter, on peut pas écouter mieux que mon poteau Pierre. Un ovni, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais il est un peu différent dans le football équatorien. Ordonez, alors il sort du meilleur centre de formation du pays. Vraiment, il n'est pas Niente El Valle, et même un des meilleurs centres de formation du continent, peut-être avec River. River arrive à te sortir aussi des joueurs très très forts régulièrement, tu vois, Mastantuono par exemple. Il a eu une formation vraiment là-bas linéaire, continue. Il était dans toutes les équipes de jeunes. Il me semble même qu'il était capitaine. Et tu vois, contrairement à d'autres joueurs équatoriens qui ont un passage chez les pros en Équateur, qui s'installe un peu dans le paysage, pour lui, il a tout fait très vite. Il a percé vraiment très 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 tôt et très fort, très haut. Ouais, et ça, Sacha, dans la réflexion de la direction marseillaise, tu connais très bien Mehdi Benassia, qui est en plus un ancien défenseur central, et Pablo Longoria, lors de sa conférence de fin d'année, il a ciblé les manques à l'OM. Il a ciblé ses manques. Et ses manques à l'OM, c'était, il nous faut des joueurs capables d'aller vite, de couvrir la profondeur, d'anticiper et de savoir relancer. Je sais, c'est le mouton à 5 pattes, ça. Tu arrives à avoir ce défenseur-là. Balerdi, il y a 4 ans en arrière, nous on voyait des grandes qualités, mais il s'est fait massacrer. Il y en a même qui ont fait la grève de la faim pour Balerdi, tu vois. Et si je peux rajouter quelque chose, et ça c'est vraiment un travail qui a été celui de Mehdi Benassia ces dernières semaines,
c'est que l'objectif, il est de trouver un fort potentiel assez jeune derrière, possiblement revendable à le double, voire même le triple de ce que tu pourrais dépenser. C'est-à-dire qu'ici, si on établit les discussions qui actuellement ont lieu entre le club de Bruges et l'Olympique de Marseille, les premières discussions ont eu lieu autour de 30 millions d'euros en total. Ça veut dire en global, package global, comme je l'ai écrit dernièrement. Donc ça veut dire que l'Olympique de Marseille, si le joueur réussit, doit s'attendre à le revendre 60 au minimum en Angleterre. Parce qu'il n'y a que l'Angleterre qui peut aller chercher un joueur pareil à partir du moment où il joue à l'Olympique de Marseille, ou alors c'est le Real Madrid, ou le FC Barcelone, ou le Bayern Munich. Mais après, c'est plus touchable en fait en termes de prix. Et donc forcément, c'est un joueur sur lequel ils savent qu'ils vont pouvoir derrière refaire de l'argent s'ils achètent. Et donc en fait, l'idée de Marseille, c'est de faire encore une dimension, de continuer son expansion à travers des joueurs qu'ils payent cher, mais qu'ils vont revendre encore plus cher. C'est de la prise de risque fondamentalement, mais je pense que c'est comme ça aussi que cette jeune équipe de dirigeants à l'Olympique de Marseille voit leur évolution, toujours en essayant d'aller chercher les meilleurs pour les revendre encore plus cher, pour les rechercher encore meilleurs, prendre encore des risques et en fait se servir véritablement de ce que représente l'Olympique de Marseille pour les autres. Parce qu'effectivement, quand on parle de Joël Ordonez, on parle d'intérêt en Angleterre, on a parlé d'intérêt notamment saoudien. L'Arabie Saoudite est arrivée sur le dossier un petit peu avant d'ailleurs l'Olympique de Marseille, mais le joueur ne veut entendre parler que de Marseille et c'est un atout énorme dans les négociations pour l'OM parce que de toute façon, le joueur il a fermé les écoutilles à partir du moment où la première discussion sur les offres sont parties entre clubs. Donc au final, maintenant, les choses elles sont données, elles sont dites et elles vont être travaillées en amont. Donc le club de Bruges peut faire sortir effectivement des intérêts à gauche à droite s'il le souhaite. Les choses sont établies dans l'esprit du joueur et dans l'esprit du club. Et ça, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont capables de le faire en 2025. De closer comme ça un deal en disant non mais de toute façon c'est lui et c'est pas autre chose. Les joueurs aujourd'hui, quand on voit la façon dont l'argent est en train de dominer la décision de tous les joueurs de foot, c'est quand même assez rare. Et l'Olympique de Marseille garde ce cachet-là et eux, ils en profitent à mort et ils savent que s'ils continuent comme ça, ils vont de toute façon pouvoir continuer à développer le label et donc l'identité et donc le niveau du club. Ouais, Naïm, et quand on parle de niveau, tu nous as préparé aussi quelques vidéos sur le joueur. Allez, vas-y, régale-moi, montre-nous un petit peu ce que les gens attendent. Bah, tu sais que quand on parle d'un défenseur à l'OM, la première chose que toi et moi on regarde d'un défenseur central, particulièrement dans le jeu de Roberto De Zerbi, c'est la vitesse. Parce que c'est ce qui nous a fait défaut l'an dernier et parce qu'on connaît les plans de jeu des entraîneurs français. On sait que ça va être encore très minimaliste et qu'ils vont jouer très bloc bas en espérant nous contrer. Donc il faut avoir la faculté de couvrir cette profondeur. On s'est intéressé à ça et ben on se rend compte que la vitesse c'est clairement pas un problème pour lui. C'est même assez impressionnant de voir comme il est rapide dès les premiers appuis, ce qui est assez rare chez les joueurs très grands, très costauds, qui peuvent être souvent rapides sur la lancée. Mais lui, tu le vois là, dès les premiers mètres, il arrive à fermer et ça lui permet aussi de rattraper des coups. Tu vois là face à Vinicius typiquement sur la première accélération, Vinicius va un peu plus vite, mais tac, il peut se remettre devant lui, il apparaît sur un dribble court, c'est l'impression qu'il est passé, mais ça lui permet à chaque fois de refermer. Et tu vois, toutes ces actions face à Vinicius est passé qu'une seule fois de tout le match. À chaque fois, il a réussi à le fermer. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde avait remarqué, qui nous avait marqué chez William Saliba. Cette faculté, malgré un grand gabarit, malgré beaucoup de puissance, à être rapide dès les premiers pas. Et ça va être un atout vraiment considérable cette année. Et du coup, c'est ce qu'on voulait demander à Alexis. Est-ce que c'est quelque chose qui ressort ça sur la data, cette vitesse du défenseur? Ouais, la vitesse ressort un peu. Alors, j'ai plus le graphique sous les yeux, mais quand on regarde ses données physiques, la plupart des données physiques sont très très basses et pour le coup, il a une donnée de vitesse maximum qui est plutôt bonne quand on compare aux défenseurs de Belgique. Donc ouais, ça se retranscrit par la data, en sachant que la vitesse maximale en data, c'est jamais très très il y a quand même une marge d'erreur assez importante. Mais oui, c'est un défenseur qui est très rapide. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'il puisse couvrir la profondeur et qu'il puisse être rapide. Là où j'ai peut-être un peu plus d'inquiétude sur l'adaptation en Ligue 1 et au très haut niveau, c'est plus dans les petits espaces, tu vois. Il a une puissance naturelle de fou, tu l'as dit, c'est un bœuf au duel, t'as pas envie d'y aller, quoi, t'as pas envie d'y aller. Par contre, dans les petits espaces, quand il faut peut-être se retourner un peu plus rapidement, changer rapidement de direction, c'est là où je trouve qu'il peut encore progresser et là où ça peut un peu lui faire défaut. Tu vois, ce week-end contre Genk, je pense pas que t'aies l'action. Il prend un carton rouge face à Tolu Arokodare qui fait quand même 1m97. Bah, il se fait prendre dans l'espace, le mec part en profondeur, il est obligé de faire la faute pour sauver l'action et pour pas qu'il y ait de but. Alors il prend rouge et en plus
plus, il n'y a pas de but, donc au final, c'est limite gagnant pour l'équipe. Mais j'ai pas d'inquiétude sur la puissance, la vitesse. Moi, ce qui m'inquiète peut-être un peu plus, c'est dans les petits espaces, c'est là-dessus qu'il faut qu'il progresse. C'est clair, c'est clair. Si je peux rajouter le fait que justement l'analyse, je pense, de l'OM sera faite en fonction du système de jeu dans lequel il va jouer, parce que s'il joue dans une défense à 3, le type de demande qu'on va lui faire sur notamment le marquage individuel avec ses adversaires sera différent. Donc si tu joues dans un système à 3, bah, tu ne vas pas avoir les mêmes demandes et tu auras peut-être même plus d'espace pour pouvoir aller chercher ce qui est pour moi aussi une qualité. Je ne sais pas si vous l'avez déjà montré ou pas, mais ces sorties de balles à Ordonez pour aller chercher à chaque fois vraiment le surnombre et créer justement un peu de désordre dans l'organisation défensive de l'adversaire, c'est quand même impressionnant aussi. Hein. Et on sait qu'il y a chez en tout cas Roberto De Zerbi une vraie volonté d'avoir un défenseur central qui porte le ballon et qui va justement être le premier attaquant dans le système de jeu qu'il met en place. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui osent, en fait. Et c'est ça aussi que je me dis. Là, on a vu toutes les qualités qui sont celles défensives, mais ces qualités-là, il peut les exploiter également pour la partie et le registre offensif. Et c'est en ça que, pour moi, il apporte véritablement une plus-value. Parce que sur le marché, je ne vois pas beaucoup de défenseurs centraux qui sont capables de prendre autant de risques avec le ballon et qui ont quand même se toucher, quoi. C'est pas un peintre, en fait, hein. Balle au pied, c'est pas Lilian Brassier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Sacha, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est la première chose qu'on a remarqué et on arrive là-dessus. Tu nous as fait la passe D parce que c'est ce qui nous a marqué à l'œil, c'est prends le ballon, transperce la ligne, je suis plus puissant et je peux vraiment casser les lignes par la course. Ce qui est en train de nous faire CG, Riley, dans les matchs de prépa. Ouais, alors là, clairement, en termes de passe D, Sacha, tu pouvais pas faire mieux. C'était totalement le thème de la vidéo suivante. C'était ce qu'il allait faire avec le ballon et que ce soit à la fois par la passe, mais aussi ce qu'il peut apporter par le déplacement. Et clairement, ça rejoint ce que tu dis. Il a pas peur de faire des passes là où il y a de la densité. Tu vois, à chaque fois, je vous ai tracé la densité de joueurs adverses et il va pas hésiter à mettre la passe qui peut casser les lignes, qui va aller vers l'avant. Et ça, peu importe la rencontre, hein, là, c'est des matchs contre le Milan AC, il y en aura une contre City. C'est que dans des matchs de Ligue des Champions. Et peu importe la supériorité numérique adverse et la zone dangereuse, qui est souvent le cas vu qu'il est en défense, il va pas hésiter à chercher cette passe verticale. Donc ça vraiment, dans la passe, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. À la fin de la vidéo, je mettrai un petit bémol. Mais aussi, quand on parle de Zerbi, au-delà de la passe, de ces passes-là, de cette verticalité, il y a ce qu'il peut faire par le mouvement. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'après avoir donné le ballon, quand il y a la possibilité, il va toujours attaquer l'espace. Et là, tu le vois, il se déplace, il prend l'intérieur. C'est très intéressant aussi avec De Zerbi. Et c'est-à-dire que sur cette même action qu'on vient de voir, malheureusement, il n'aura pas été servi tout à la fin, mais sur cette même action, il aura attaqué 3 fois de l'espace et dans 3 situations différentes. C'est-à-dire, au début, c'est limite arrière droit, défenseur central arrière droit. Ensuite, il se retrouve dans une position de milieu de terrain, plutôt 6, et il finit comme un ailier qui donne le ballon et qui déborde. Donc, il a vraiment toutes ces qualités-là. Juste Bilal, c'est le petit bémol que je voulais apporter, mais c'est peut-être dû au fait que c'était des matchs très difficiles, à fort enjeu. Aston Villa, Atalanta, c'était quand même des barrages, des 8e de finale de Ligue des Champions. Il revient souvent en arrière et je pense que ça, il le fait moins dans d'autres matchs de championnat. Mais ce qu'on voulait montrer avec cette vidéo, c'est qu'il était capable de le faire et que vraiment, quand il y avait la possibilité, il trouvait ses passes offensives. Il a pris moins de risques qu'il devrait en prendre à l'OM, mais je pense aussi, Bilal, que c'était vraiment dû au match et à l'enjeu qu'il y avait dans ces matchs-là. D'autant plus, Alexis, le coach Roberto De Zerbi, Alexis et Sacha, cette saison, bon, pour beaucoup, il dit il va jouer à 4 derrière, donc avec un 4-3-3, mais il y a avec et sans ballon. Avec ballon, c'est toujours trois défenseurs axiaux, et dont un qui essaie toujours d'attirer l'adversaire pour chercher finalement le décalage au milieu de terrain, pour s'appuyer sur l'autre central qui est disponible et qui va apporter le surnombre. Quelque chose d'important, Alexis, c'est que Joël joue latéral droit avec l'Équateur, mais en vrai latéral droit dans une défense à 4. On l'a vu face au Brésil, on l'a vu face à d'autres équipes. Donc ça veut dire, c'est pas un latéral droit offensif, comme on peut avoir avec Achraf Hakimi. Tu vois, on n'est pas du tout sur ce profil-là. Mais on peut imaginer, Alexis, peut-être un déséquilibre à l'OM
C'est ça que l'OM aussi cherche un pendant à gauche, peut-être réfléchir à un latéral gauche offensif, peut-être Ouéa, on verra, c'est toujours en cours de discussion. Mais il peut assurer vraiment une sécurité sur le couloir que ne t'apportera peut-être pas autant Murillo à l'OM. Est-ce que toi aussi tu as ce ressenti, Alexis? Ouais, je pense. Alors après, je pense qu'en sélection, il joue sur le côté droit, pardon. Notamment parce que c'est assez fou, mais l'Équateur a Hincapié et Pacho en défense centrale et quasiment deux dans le top 10 des défenseurs centraux dans le monde actuellement. Je pense qu'ils sont peut-être dans le top 10 tous les deux. Donc c'est assez fou de se dire que l'Équateur, c'est un peu le choix du roi. Donc oui, il joue sur le côté droit. Je pense que ça peut apporter une sécurité de ce côté-là, mais j'ai du mal à croire qu'il puisse évoluer latéral droit en Ligue 1 et en Ligue des Champions au niveau élite européen, tu vois. Je le vois pas évoluer là-dedans. Dans un rôle peut-être hybride, comme tu l'as dit, d'un défenseur latéral droit qui passe central dans une défense à 3 avec un piston gauche qui monte beaucoup, oui, mais pour moi, il évoluera pas latéral droit dans un pur rôle de latéral droit, quoi. Ce qui est intéressant, Bilal, c'est, et ça on va demander confirmation à Sacha, mais j'ai eu l'impression quand même que cette équipe de Bruges, elle a des principes de jeu qui ressemblent pas mal à l'OM. J'ai vu qu'ils ont essayé, même face à des équipes plus fortes, de jouer. Et justement, j'ai retrouvé cette configuration-là parfois il se retrouvait à 3 derrière, en fait, et lui, il se déportait carrément sur le côté droit à la construction. Donc, il y a ce côté-là. Et pour revenir à ce que tu disais sur le fait de jouer arrière droit, quand même, ce match contre le Brésil, c'était très impressionnant d'être capable de tenir autant Vinicius pendant 90 minutes, sachant qu'il n'y a jamais eu de prise à 2 quasiment. Ils l'ont toujours laissé en 1 contre 1. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il s'est fait passer qu'une fois. Donc, défensivement, je pense qu'arrière droit défensif, c'est très costaud. Mais du coup, Sacha, est-ce que c'est ça? Est-ce que Bruges, c'est vraiment une équipe qui joue bien au foot et qui n'hésite pas à se désorganiser, entre guillemets, derrière pour proposer des solutions? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que le club de Bruges est dans son état même, dans son ADN même, une équipe de domination. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est un peu comme le Bayern de Munich en Bundesliga, a l'objectif de dominer totalement son adversaire par le résultat et par le jeu du début à la fin de la rencontre. Donc ça fait partie de son identité, ça fait partie de l'ADN. Donc il s'inscrit un peu là-dedans. Après, pour moi, Joël Ordonniez, c'est hyper intéressant pour l'Olympique de Marseille, surtout parce qu'il a cette capacité offensive, mais également à s'adapter. Il a une intelligence de jeu qui, pour moi, est vraiment très rare, et surtout, il a cette capacité d'apprendre aussi. Quand on voit la façon dont il a su s'adapter très rapidement dans un registre qui n'est pas le sien, un peu à la Per Mertesacker en 2006 avec la Mannschaft, dans un rôle de latéral droit alors qu'il ne l'est pas du tout, on voit à peu près ce qu'il est capable de faire. Je veux dire, faites la même chose avec Benjamin Pavard en équipe de France et vous voyez le problème que ça pose. Donc je veux dire, aujourd'hui, la réalité, elle est qu'il y a très peu de joueurs qui sont capables véritablement de faire ce qu'on appelle interpréter des rôles. Et lui, il sait le faire. Interpréter des rôles, c'est vraiment être dans l'improvisation parce qu'aujourd'hui, le talent est plus fort quelque part et la mise, je dirais, en contexte était assez importante, liée justement à ce face-à-face très important parce qu'il s'était préparé mentalement à affronter Vinicius. Donc, c'est encore un contexte particulier qu'il faut remettre dans ce contexte-là, mais il est capable de le faire. Et comme je le répète et je l'ai dit, pour moi, la plus grande qualité d'Ordonniez, c'est ce qu'il sait faire avec ses pieds en tant que défenseur central. Et donc, forcément, ce ne sera pas du tout un problème si, à un moment donné, il doit solutionner une défaillance à droite du côté de l'Olympique de Marseille ou qu'on leur demande de leur placer en défense centrale. C'est un joueur qui, quelque part, dans son identité, est assez polyvalent. Il faut savoir que dans ce 4-4-2 brugeois offensif et de domination dont on parle, il a parfois même interprété le rôle de défenseur central gaucher, lorsqu'il y avait un problème avec Mekele et qu'il fallait replacer la défense différemment, il a très bien pu prendre cette joute-là. Et donc, il est extrêmement habile également sur son pied gauche. Ce n'est pas pour lui un problème de jouer avec son pied gauche. Donc, il y a cette facilité technique qui est très équatorienne, très sud-américaine, qui quelque part va vraiment aider Roberto De Zerbi dans ses choix. On peut le mettre un peu partout en fait en défense centrale, mis à part au poste de latéral gauche évidemment, notre ami Joël Ordonniez. Après bon, la comparaison n'est pas raison avec Murillo parce que moi effectivement, j'y croyais pas trop. Ça me rappelle des souvenirs ça. Tu t'es pris des retours de bâton extraordinaires quand même. Extraordinaire parce que franchement, de ce que j'en voyais, je ne voyais pas la perspective que le Pablo Longoria avait vue avec lui. Et effectivement, c'est là que tu vois qu'il y en a qui sont dirigeants et d'autres qui sont journalistes, qui sont beaucoup plus. C'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître. Mais après, on a des surprises. C'est son métier de savoir quel est le joueur qui va à un moment donné exploser à l'Olympique de Marseille. C'est pas le mien. Effectivement, et je peux t'assurer que ce que j'avais vu d'Amir Murillo à Anderlecht, c'était pour mourir de rire.
Et Anderlecht l'a jeté limite, hein, sinon il n'aurait pas vendu 2,5 millions d'euros avec 1 million de bonus, limite avec un paquet cadeau intégré. Il l'aurait vendu plus cher, ils auraient négocié différemment. Il y a eu une offre qui arrivait pour Murillo, il était tout de suite dans l'aéroport. Je veux dire, ça t'imagines, et Sacha, tu sais que c'est considéré comme le plus grand coup de Pablo Longoria. Il l'a dit lui-même, si je devais citer un coup depuis ma prise de fonction à l'OM, donc le rapport qualité, temps de négociation, prix, performance sur le terrain, fiabilité du joueur et évolution du joueur et mentalité. Pour ceux qui, si vous avez suivi un peu les épisodes sur la série de l'OM, il y a Mehdi Benatia qui parle vraiment de lui et qui dit, on a rarement vu un mec, limite Sacha, il se dit, mais comment j'ai pu arriver là et progresser autant et finalement devenir un joueur que personne n'attendait. Limite, je sais même pas si lui, il attendait d'être aussi performant. Non, mais personne ne s'attendait, même pas lui, c'est certain. Mais c'est pour dire aussi comment l'Olympique de Marseille peut transformer des joueurs. Je veux dire, à partir du moment où vous avez la mentalité et que vous êtes inscrit complètement dans le projet et que vous avez les veines un peu bleues et blanches, je veux dire, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ce que Marseille fait de joueurs et la manière dont ils arrivent à transformer les joueurs de football avec l'atmosphère, avec tout, si ça fonctionne, à chaque fois, c'est bingo, quoi. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire dans la manière de gérer le business avec les joueurs de foot, le fait de les savoir les vendre, etc. Et dans la manière de savoir les intégrer. À partir du moment où tu réussis le bon joueur qui correspond à l'identité Marseille, voilà, franchement, je vais peser mes mots, mais je crois qu'en 30 minutes, Longoria avait fait le deal avec Anderlecht. Hein. Il a envoyé l'offre, ils ont négocié les bonus, 30 minutes plus tard, il était là, le lendemain, il était dans l'avion. Donc, c'est vraiment vous dire, l'Anderlecht avec tellement besoin d'argent, ils se sont dit, mais c'est une aubaine, 3,5 millions, on y va. Et au final, le joueur, il est extraordinaire, en fait, à l'OM. Mais vraiment, c'est la surprise totale, quoi. Mais c'est génial pour l'OM. Mais c'est pour dire à quel point, parfois, on n'est pas obligé de payer cher pour avoir un joueur exceptionnel. Ici, avec Joël Ordonez, c'est tellement un joueur coté, c'est tellement un joueur évalué de manière très importante en Europe, qu'il va y avoir un prix évidemment très important, peut-être un peu démesuré, mais je pense que Marseille, à un moment donné, est dans cette énergie, je le répète, de pouvoir investir plus pour gagner plus au futur. Et c'est comme ça, en fait, que Marseille va petit à petit, en faisant ce type de petits coups-là, des cibles du PSG qui deviennent joueurs de l'OM, eh bien, rattraper l'écart qu'il a avec l'Olympique, avec le Paris Saint-Germain. C'est le travail qui va être celui de Mehdi Benatia, c'est petit à petit poser pierre après pierre, faire des coups d'intelligence et extrêmement audacieux pour venir tout doucement aller chercher ce qui pourrait devenir vraiment, et je l'espère cette année, encore une vraie rivalité. Ah ben, Naïm, je pense qu'on est plus ou moins assez complet sur le joueur. Alexis, je vais te poser une question, hein, parce que tu t'es fait allumer sur les réseaux sur ça. Alexis, à 30 millions d'euros, Ordonez, contrat, pas contrat pour toi? Alors, je vais digresser un peu, si tu me le permets. Non, il répond pas. Ça y est. En début de vidéo, tu as dit que c'était un joueur clivant. En fait, je pense pas que ce soit un joueur clivant sur la qualité et le potentiel du joueur. Je pense que tous les gens qui ont vu jouer un minimum Ordonez, tu vois que le mec, il a des qualités, il a un potentiel monstre, il a que 21 ans. Donc, je pense pas que ce soit clivant là-dessus. Là où ça peut être peut-être un peu plus clivant, on parlait notamment de clubs qui pouvaient être dessus, Campos, qu'il avait scouté, des clubs de PL. Quand tu arrives au PSG ou à Liverpool pour une somme de 30-35 millions, tu arrives dans la rotation, il aurait eu le temps de se développer pendant 1 an derrière un mec comme Marquinhos, et pour le PSG, si tu dépenses 30-35 millions d'euros sur un défenseur central, c'est une dépense qui est maîtrisée. Je veux dire, c'est pas le PSG ne se met pas en danger financièrement s'ils achètent Ordonez à 30-35 millions d'euros. Par contre, là où l'Olympique de Marseille, il va arriver avec l'étiquette de défenseur le plus cher de l'histoire du club, il va quand même falloir lui laisser du temps. C'est peut-être pas un mec qui va être efficace tout de suite dans l'immédiat. On n'est pas à l'abri d'une trajectoire un peu à la Balerdi, avec des débuts qui sont peut-être un peu compliqués. Le joueur qui prend en confiance petit à petit, il a que 21 ans, faut se rappeler de ça, hein. C'est ultra jeune. Pour un défenseur central encore plus, il est vraiment au tout début de sa carrière. Donc c'est surtout ça que je veux dire, c'est qu'en fait, un joueur comme ça, il va falloir lui laisser du temps, le laisser se développer, pas tout de suite le tuer comme un Lille embrassé, tu vois, que s'il fait une erreur, qu'il se fasse tuer. Non, c'est normal, il va en faire, c'est un jeune joueur, donc c'est normal. Mais 30 millions d'euros, en fait, si l'Olympique de Marseille peut se permettre de mettre les 30 millions d'euros, faut foncer. C'est dans les défenseurs U23 disponibles sur le marché en dehors des 5 championnats. Pour moi, avec Flamingo, c'est les 2 profils qui cassent tout. Donc, si tu peux aller le chercher, va le chercher. Mais il faut être conscient que c'est une dépense importante pour l'Olympique de Marseille et qu'il va falloir quand même lui laisser du temps pour se développer. C'est ça qui, pour moi, est important.
Ouais, je suis d'accord. Je vois plus ton côté FC comptable. Je l'ai saisi, je sais. C'est pour ça que sur les réseaux, ils aiment bien taquiner parce que un l'annonce phénomène, l'autre dit mais c'est trop cher pour l'OM. Mais après c'est le jeu. Quand on connaît pas un joueur, je vais te dire plus loin, Alexis. Moi, le contexte OM, des grands joueurs se sont mangés à l'OM. Donc le contexte OM, il peut te transcender comme il peut t'amener au fond du trou. Il peut tuer ta carrière. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être cette après il est quand même avec l'Équateur, il y a quand même la pression dans leur pays quand même. Il connaît un peu peut-être quelques ambiances sud-américaines, mais le Vélodrome, 2 Zerbi, c'est unique. C'est Vélodrome plus 2 Zerbi. Hein. Précise bien avec 2 Zerbi. Il demande vraiment une exigence top level. Et il demande du courage. Tu vois, beaucoup de courage aux joueurs. Tout à l'heure, Sacha parlait d'une potentielle plus-value et tout. C'est sûr qu'à Ordonez, si tu l'achètes 30 millions d'euros maintenant et qu'il casse la barque à l'Olympique de Marseille, tu peux le vendre très cher. Mais jusque-là, alors vous connaissiez mieux l'Olympique de Marseille que moi. Pour l'instant, sous le mandat de Pablo Longoria, j'ai l'impression que Marseille est très fort pour vendre ses indésirables et ne pas perdre d'argent pour ses indésirables. Par contre, on manque un peu d'une vente d'une star, tu vois, avec une plus-value très importante. Et je pense que Ordonez, s'il arrive, c'est pour ça. Péchao, il est quand même un peu plus vieux, tu auras du mal à faire une grosse plus-value sur un Péchao, je pense. Ordonez, s'il arrive pour 30 millions d'euros, je pense que l'objectif, c'est de le vendre x2 dans 2 ans s'il casse la baraque. Pour l'instant, Marseille ne l'a pas encore fait sous Longoria, peut-être parce que t'as pas eu le matériel pour le faire aussi, hein. Mais du coup, j'ai hâte de voir si l'OM est capable étaient de des faire anciens ça. joueurs. C'est les Aubameyang, Voilà, c'est les Sanchez, c'est les... Est-ce que l'OM ou est les capable de faire Saliba ça? qui étaient prêtés. Oh non, c'est clair. Moi, là où je suis d'accord avec Alexis, c'est qu'effectivement, le projet de l'Olympique de Marseille n'était pas de faire du trading de cette manière-là. Je pense que le projet a redémarré de zéro à partir du moment où Mehdi Benatia a vraiment mis les points sur les i et a repris la direction sportive. Il a remis véritablement d'équerre le projet trading avec une vraie structure en disant maintenant, on va se rebâtir avec du clair, avec une vraie base et avec une ligne d'horizon. Et à partir du moment où on aura posé les bases de la maison, on va pouvoir aller mettre les petits jeunes ou les jeunes à fort potentiel qu'on va payer quand même de plus en plus cher pour pouvoir derrière savoir les revendre pour trouver une viabilité économique. C'est-à-dire qu'il a d'abord trouvé sa viabilité économique en se qualifiant pour la Ligue des Champions et en allant chercher des coups à gauche à droite, en vendant des joueurs qui étaient des vrais problèmes financiers pour l'Olympique de Marseille en termes de salaire, etc. Il a rebâti la maison et petit à petit, maintenant, il est en train de faire ce qu'on appelle les finitions. Et les finitions, c'est aller installer des joueurs comme Pachao dans l'11 de base, des joueurs comme pourquoi pas Ordonez, etc. pour pouvoir ensuite pouvoir construire à nouveau un édifice. Et c'est quand même pas mal joué. Je veux dire, Luis Enrique, je pense pas qu'il a été... l'OM n'a pas perdu de l'argent sur le transfert de Luis Enrique. On est d'accord quand même là-dessus. Donc voilà, c'est petit à petit, c'est pas des énormes plus-values. Il va pas faire plus 30 millions avec Luis Enrique. Mais par contre, il fait déjà un petit peu d'argent. Plus la Ligue des Champions qui arrive, plus tout ça. Au final, le rendu, il est excellent. Et je pense qu'il faut donner le temps à l'Olympique de Marseille de grandir par rapport à ça. Mais moi, je trouve vraiment qu'ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils veulent faire pour le moment s'ils veulent rivaliser avec le PSG. Honnêtement, j'ai beau tourner ma tête 6 fois à l'envers, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire de plus actuellement. Ils font tout ce qu'il faut faire pour, 1, être dans les clous de ce que le public aime, 2, aller chercher des joueurs de qualité, et 3, à un moment donné, savoir les revendre très cher pour pouvoir après aussi bénéficier de ça, pour ensuite pouvoir réinvestir. Pour le moment, franchement, la gestion, moi je l'ai toujours dit, hein, Pablo Longoria, je trouve que c'est un dirigeant fantastique. Maintenant, la façon dont Mehdi Benatia reprend un peu les choses, franchement, pas mal du tout. Ah, chapeau. Franchement, les gars, on pourrait parler pendant des heures de l'organisation avec Sacha et avec Alexis. J'avais dit 25, mais on a un temps additionnel version Qatar. Il n'y a aucun problème, les gars. C'est tellement un plaisir. El Gringo, je sais qu'on avait même d'autres vidéos. Mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas. Pour moi, on est assez complet sur le joueur. Vous inquiétez pas, c'est en cours, on espère que ça va se faire, mais en tout cas, ça montre d'ores et déjà l'ambition de la direction marseillaise d'aller taper des top prospects, que ça marche ou que ça marche pas, comme on le dit souvent sur cette chaîne avec Naïm. Il y a pas de mauvais joueurs, il y a des mauvais environnements parfois et des mauvais moments. Ça arrive parfois des joueurs d'arriver peut-être pas au bon moment. Pour autant, le choix quand il est fait, je pense à toi Alexis quand on parlait de Lilian Brassier, quand on prend Brassier à l'OM, il sort d'une énorme saison avec Brest. Ah, carrément. Tu vois, on se dit c'est un pari qui se tente. Il est pas monstrueux en termes d'investissement financier, mais par contre, comme tu dis aussi Sacha, ça va vite. Ça marche pas à l'OM.
Non, on perd pas de temps. On a perdu trop de temps par le passé à garder des boulets qu'on peut plus se séparer. Maintenant, tu rentres pas dans le moule, mon pote, la sortie. C'est ça les clubs de très 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 haut niveau. Naïm, en tout cas, on s'est régalé comme d'hab. On a encore une actualité monstrueuse qui arrive avec l'Olympique de Marseille qui reçoit le FC Séville au Stade Vélodrome. Et ça, on annonce quasiment presque le guichet fermé pour un match amical de pré-saison. C'est pour vous dire, les amis, l'attente qu'il y a dans ce nouvel OM avec l'arrivée de joueurs confirmés, avec l'arrivée de jeunes talents. À Marseille, on aime s'enflammer. Naïm, tu le sais. On aime s'enflammer, mais Sacha, tu étais bien placé pour le savoir. Et Alexis, pareil. Quand vous tweetez sur l'OM, les mecs, vous savez qu'on vous envoie soit au paradis, soit en enfer. Ah, mais c'est ça qui est cool, c'est ça qui est bon. C'est qu'il y a du débat, de la folie, c'est intéressant. Exactement. En tout cas, les gars, encore mille merci à Sacha, mille merci à Alexis, vous êtes au top, les gars. On vous suit de très très près et pour nos abonnés, pensez à vous abonner à Data Scout. Ils vous permettent même vous de devenir des mini-scouts et de pouvoir faire des comparatifs de joueurs, montrer à vos collègues, dire alors, tu vois, je t'avais dit que lui était meilleur que lui, regarde, moi, c'est moi qui crée les data. Voilà. Exactement. Et voilà. Et Sacha, je crois que tu es en train de faire taire pas mal de détracteurs du côté de Marseille. On t'avait mis une croix avec marqué Sacha, Murillo. Et je crois qu'il y a eu 2-3 trucs aussi, mais qui font partie du monde du média. Et quand on est sur le mercato, et sachant que, Sacha, tu es d'accord avec moi, hein, ça peut discuter avec l'OM. Jordanès, finalement, ça capote au dernier moment. L'info de base, elle est réelle, il y a des contacts, ça discute, il y a des offres en cours. Après, il faut que tout se finalise. Ouais, bien sûr, le football, on sait que c'est vraiment très très compliqué, c'est incertain, mais une chose est sûre, je vais suivre le dossier, donc évidemment, vous pouvez compter sur moi pour avoir les informations telles qu'elles sont établies. Mais comme je le dis, c'est très rare quand un joueur décide de sécher un entraînement, d'ensuite sécher un match. Fait clairement part de son désir à tout le monde du fait qu'il veut aller à l'Olympique de Marseille et avoir un club qui directement démarre les négos à 30 package global sur la discussion. Donc franchement, si Marseille veut le faire, ils vont le faire. En fait, je pense pas qu'à un moment donné ils vont parce qu'en fait le club de Bruges a trop de problèmes déjà avec Ardon Jachari qui a un autre dossier qu'ils n'arrivent pas à finaliser avec le Milan AC. Donc, en fait, ils sont dans une complication où ils vont pas se mettre 2 énormes épines dans le pied alors que la saison vient de reprendre, en fait. Il y a déjà un joueur qui est leur meilleur joueur, élu meilleur joueur, meilleur espoir, qui est en train, à un moment donné, de faire la guerre depuis des semaines et des semaines pour signer du côté du Milan AC et ne s'entraîne plus et va à l'étranger. Et à un moment donné, voilà, alors qu'on parle quand même du meilleur joueur du championnat. Imaginez si Ordonez fait la même chose. 2 cas pareils dans une équipe, le vestiaire, il explose, en fait. Et ça, le club de Bruges le sait. Et donc, Marseille aussi a profité de ce contexte-là. Et je pense qu'ils sont très malins en se disant, ouais, mais ils peuvent aller à la guerre avec un grand club comme le Milan pour un joueur. Ils peuvent aller à la guerre avec un joueur en disant, ouais, de toute façon, on va le remplacer. C'est pas grave, on l'a déjà fait avec Alexander Stankovic qui est arrivé de l'Inter. Ça va. 2, avec Joel Ordonez, ça va pas aller pour le vestiaire et pour la situation. Et encore une fois, Marseille gagne des points par rapport à ça. Ben, écoutez les gars, on est complet. Mon ami El Gringo, on se retrouve très très vite, probablement après le match de Séville ou peut-être l'arrivée d'Ordonez. On sera à l'aéroport. S'il arrive, il sera accueilli comme beaucoup de joueurs sont accueillis. Vous le savez, on vous le fait vivre en direct maintenant. Vous pouvez même poser vos questions aux joueurs si vous avez envie, les gars. Vous le savez, on est là, on est le lien entre les joueurs et le public. On essaie de le faire au maximum avec mon ami El Gringo et avec toute la Minute OM. En tout cas, on se retrouve très 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 rapidement. Merci à tous et restez connectés. Ça va envoyer du très, 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 très lourd, les potos. Allez, bonne soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao. Generosi per il compagno, per la gente che ha fatto ore di macchina venire qua. Ascolta, per la gente che ha fatto 8-9 ore per venire qua. Pensiamo anche a ste cose.